C'est à cause d'elle et de mon crétin de frère que tout ça est arrivé. Good morning, YouTube. C'est par ces mots que Carlos Esteves, un ressortissant brésilien, commença son élocution face au procureur. Nous sommes en 1984, au tribunal de justice du comté de Volusia, à Daytona Beach, en Floride. Carlos Esteves comparé devant juges et jurés pour le meurtre de Miguel da Silva, un garagiste de la ville de Casadaga, petite ville tranquille en Floride, retrouvé en 1979, mort à son domicile, le visage littéralement embouilli. Depuis la mort de Miguel, Carlos ne cessait d'harceler sa famille. Il les appelait, leur promettant la mort à chaque minute. Ce sont du moins ce que rapporte Kelly Dicent, l'ex-femme de Miguel, et le frère de Miguel da Silva, Pablo da Silva. C'est grâce aux témoignages de Kelly et Pablo que Carlos fut appréhendé en décembre 1983. Il faut savoir que Pablo et Kelly se sont mariés l'année qui a suivi la mort de Miguel. Ils sont restés dans la ville de Casadaga pendant environ 2 ans avant de partir pour Miami et échapper à leur bourreau. Mais apparemment, celui-ci aurait employé un détective privé afin de les retrouver, les aurait appelés début décembre 1983 pour leur annoncer qu'il viendrait les tuer en personne le jour de Noël. Après une surveillance mise en place par la police, eh bien, Carlos se présenta ce matin du 24 décembre au domicile de Kelly et Pablo. Il fut appréhendé par la police. Mais reprenons les faits, si vous le voulez bien, depuis le début. Repartons en 1979 à Casadaga pour suivre l'histoire de Miguel da Silva. Miguel da Silva, un petit garagiste, n'a pas d'enfant. N'a pas non plus énormément de clients car il est connu, petite ville oblige, pour être un escroc. En effet, sur son casier judiciaire, nous pouvons lire quelques fraudes, fraude à l'assurance, escroquerie. En ce jour de mai 1979, n'ayant rien à faire de son après-midi au garage, décide de rentrer chez lui afin de profiter de la diffusion d'un match de football. Nous sommes aux environs de 14h quand le téléphone sonne. Il s'agit de Kelly, sa femme, qui l'informe qu'elle a fini son boulot, qu'elle va faire quelques courses et qu'elle reviendra plus tard. Très bien. À tout à l'heure, chérie. 16h. Voilà Kelly qui revient, elle sort les paquets du coffre de sa voiture, mais sa porte d'entrée est entrouverte. Quand elle décide de franchir le seuil de sa maison, celle-ci se retrouve violemment plaquée contre le mur. Elle en tombe, ses paquets aussi. Elle aperçoit un homme de type hispanique prendre la fuite. Elle se demande ce qui se passe, elle appelle son mari, elle se relève, se dirige vers le salon. Et c'est l'effroi, messieurs, dames. Le corps de son mari gisant sur le sol, le visage littéralement broyé. Elle appelle immédiatement la police. Arrive alors sur les lieux le shérif Jim Bradley. Et il ne peut que constater les faits. Miguel gisant dans le salon, le visage totalement ravagé, avec à ses pieds un pied de biche ensanglanté, mais également un peu plus loin, le portefeuille de Miguel entrouvert. Le vol de quelques centaines de dollars serait apparemment le mobile du crime. Et voici que le légiste arrive. Stupéfaction, le légiste de garde ce jour-là n'est autre que Pablo da Silva, le frère de Miguel. Miguel est garagiste, Pablo est médecin légiste. Dans un premier temps, le shérif Bradley lui interdit l'accès à la scène de crime. Tu es de la famille, tu ne peux pas intervenir, tu ne peux pas faire les premières constatations. Jim, tu sais très bien comme moi que je suis le seul légiste de garde. Et le temps que mon remplaçant arrive, tu sais pertinemment que nous ne pouvons pas laisser le corps se décomposer comme ça pendant 8 heures. Je t'en prie, Jim, c'est mon frère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas bâcler cette affaire. Je veux que justice soit faite. Pour Miguel. C'est vrai que le shérif Bradley connaît bien Pablo. Ils ont passé le Thanksgiving ensemble l'année d'avant. Et ils se retrouvent régulièrement au bar du coin pour siroter quelques bières et discuter. Après un moment d'hésitation, Jim Bradley accepte donc. Une autopsie plus tard, empreintes et groupes sanguins sont versés au dossier. C'est irréfutable, il s'agit bien de Miguel da Silva. Voilà pour les faits, messieurs, dames. Et revenons, si vous le voulez bien, en 1984. Carlos Esteves a des révélations à faire. Ces révélations sont assez surprenantes. Miguel da Silva n'est pas mort. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. Je vais vous surprendre, mais Pablo est mon frère et Kelly est ma femme. Car je suis Miguel da Silva. La stupéfaction envahit le tribunal. Il raconte ensuite: À cette époque, nos comptes bancaires étaient tous dans le rouge. Fallait trouver une solution. J'ai fait donc ce que je savais faire le mieux. J'ai voulu faire une fraude à l'assurance.
Il est vrai que Miguel avait souscrit une assurance vie quelques mois seulement avant son meurtre, dont la seule bénéficiaire était sa femme, Kelly. Pour un montant, tenez-vous bien, de 300 000 $, doublé en cas de mort criminelle. Voilà, une belle affaire pour Kelly. Puis, c'est elle qui m'a convaincu de demander de l'aide à mon frère pour mettre en place l'arnaque. J'aurais jamais cru qu'il accepterait, monsieur premier de la classe, toujours bon en tout, n'ayant jamais commis la moindre infraction, même pas un excès de vitesse. Il m'a dit qu'il trouverait un corps non réclamé, un SDF ou un truc du genre, et qu'il fallait absolument mettre ça en place un jour où il serait de garde. J'aurais dû me douter qu'il fricotait avec ma femme, vu comment il a accepté aussi rapidement, salaud. Le procureur intervient. Dites-moi, monsieur Esteves, si effectivement vous êtes Miguel da Silva, comment expliquez-vous que personne ne vous reconnaisse, ni votre propre famille, ni vos amis d'époque que nous avons pu retrouver aujourd'hui? Il dit qu'il serait parti, en mai 1979, au Brésil, avec 30 000 $ en poche, afin que celui-ci se refasse faire le visage. Savoir en effet qu'à cette époque, le Brésil est maître en la matière de chirurgie esthétique. C'est effectivement à Rio de Janeiro qu'ouvre en 1969 la première clinique de chirurgie esthétique au monde, créée par le docteur Ivo Pitan. Pablo et ma femme m'ont convaincu de partir pour juste un an d'après eux. Il m'a donné 30 000 $ de ses économies, 15 000 devront servir pour l'opération, le reste pour vivre le reste de l'année là-bas. Vivre là-bas? Pourquoi un an dans ce cas? Parce que Pablo disait que si on ne voulait pas éveiller les soupçons, il ne fallait pas qu'on réclame l'assurance vie. Il fallait que ce soit la compagnie d'assurance qui contacte Kelly, et que d'après lui, ça pouvait prendre jusqu'à un an. Si Kelly ne demandait rien, c'était plus crédible quand elle aurait joué la stupéfaction à l'annonce d'une assurance vie. Kelly fut contactée 11 mois après la mort de Miguel par la compagnie d'assurance. Elle fut surprise que son mari continue de veiller sur elle de là-haut. 2 semaines après avoir touché l'argent, Kelly était mariée à Pablo. Après un réquisitoire de presque 4 heures de l'avocat de la défense, mettant en avant les incohérences du dossier, notamment qu'aucune trace de sang n'avait été retrouvée sur les murs, les plafonds de la maison de Miguel. Un instrument contondant étant utilisé pour frapper, le sang récupéré sur l'arme du crime va obligatoirement être projeté. Or, ce ne fut pas le cas ici. Seule la tête baignant dans une flaque de sang, mais aucune gouttelette. Autre fait mis en avant par un avocat. Pourquoi? C'est le propre frère de Miguel qui est intervenu. Le tribunal n'aurait pas dû prendre comme preuve recevable le dossier fourni par Pablo. Autre fait souligné par l'avocat. Le seul témoin, c'est Kelly. C'est la femme. Malgré ça, Carlos Esteves fut condamné à la peine capitale. Mais, vous vous en doutez bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous rappelez-vous du détective privé? Celui qui avait remis la main sur Kelly et Pablo à Miami en 1983. Son nom est Jim Wilson. C'est un ami de Carlos Esteves. C'est au dur labeur d'un long travail qui aura duré presque 10 ans, où Jim Wilson, aidé de l'avocat de la défense de Carlos, vont refaire l'enquête qui va amener sur un nouveau procès. Lors de ce procès, Jim Wilson va démontrer qu'un ressortissant américain du nom de Carlos Esteves est arrivé en mai 1979 à Rio de Janeiro, au Brésil. Qu'en août de cette même année, il s'est fait opérer dans la clinique du docteur Pitangui. Ayant obtenu le dossier médical par voie judiciaire, on y reconnaît bien Miguel. Ou plutôt Carlos maintenant. L'analyse génétique a fait un bond extraordinaire depuis sa première utilisation en 1985 en Angleterre. Nous sommes en 1994, le corps de Miguel est exhumé. L'ADN de Carlos, Miguel et Pablo sont comparés. La preuve est irréfutable, messieurs dames. Miguel est bien Carlos, mais également le frère de Pablo. Quant au corps exhumé, après analyse, ADN inconnu. La justice pense qu'il s'agit probablement d'un corps donné pour la science à la faculté de médecine, là où Pablo enseignait à ses heures perdues. Suite à ce procès, Carlos, rebaptisé de nouveau Miguel, fut libéré. Par contre, son frère et sa femme furent incarcérés pour faux usage de faux, fraude à l'assurance, destruction de scènes de crime, vol de cadavres. Les 2 époux furent condamnés à rembourser l'intégralité de la somme perçue à la compagnie d'assurance, mais également à verser la moitié de cette somme, à savoir 300 000 $ à Carlos / Miguel, pour dommages et intérêts. Pablo fut également radié de l'ordre des médecins à vie. Quant à Miguel, même s'il avait participé à
cette fraude, la justice décida quand même de le laisser libre, estimant qu'il avait largement payé sa peine en passant 10 années dans les couloirs de la mort. Et d'après vous, est-ce que l'histoire que je viens de vous raconter est une histoire vraie ou une histoire totalement inventée? Répondez dès à présent, mettant hashtag vrai ou hashtag faux en argumentant vos réponses. Et moi, je fais un petit point tout de suite sur la précédente émission. Vous vous rappelez le petit John Bradford, sa femme qui l'entendait la nuit pour lui dire qu'il y avait un intrus, cet intrus c'était l'assassin de sa femme. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Eh bien messieurs, dames, sachez que c'est une histoire vraie. Elle nous a été rapportée par le site des motivateurs. Un homme a été réveillé par la voix de sa femme qui était morte 2 années auparavant pour le prévenir qu'il y avait un intrus dans sa maison. Après, on a brodé un petit peu pour que ça suive avec la thématique de l'émission. Vous savez maintenant toute la vérité. J'aurai bientôt de nouvelles histoires à vous raconter. Très bientôt. Alors abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube.